Donc, bonsoir à toutes et tous, bienvenue à l'IRIS. J'ai le plaisir ce soir d'animer cette conférence à l'occasion de la sortie de la revue de la RIS, la revue internationale et stratégique, le numéro 116 que vous trouvez en vente dans le hall des locaux. Cette revue, ce numéro a été dirigé par Robert Chawad et nous avons aujourd'hui le plaisir d'accueillir deux de ses contributrices, Stéphanie Maupas et Jeanne Sulzer. Et avant de les présenter, j'en profite également pour excuser Muriel Ubeda-Sayar, qui était également prévue sur ce panel, mais qui a été retenue pour des raisons professionnelles à Lille et qui ne pourra donc pas être des nôtres malheureusement ce soir. Cette revue de la RIS intitulée une justice pénale internationale encore à venir. Je vous rappelle juste que vous pouvez donc vous abonner sur le site à la RIS et qu'elle est également consultable sur Kern. Donc ce soir, nous accueillons Jeanne Sulzer, qui est avocate, qui est responsable de la commission Justice internationale d'Amnesty International France. Bonsoir et merci d'être avec nous. Ainsi que Stéphanie Maupas, qui est journaliste indépendante, qui collabore régulièrement au Monde, à France 24, à RFI, et qui est autrice de l'ouvrage Le Joker des puissants. Voilà. Et sans plus tarder, je vais donc leur donner la parole pour une présentation sur la base de leur contribution. J'ajoute juste que la contribution de Stéphanie Maupas a pour titre dans la RIS « La Cour pénale internationale face aux critiques » et que Jeanne Sulzer, vous êtes dans la RIS, vous avez effectué un entretien intitulé « Comment rendre la justice pénale internationale effective et efficace ». Voilà. Je vous passe la parole sans plus tarder. Merci de cette invitation et merci à vous d'être venus. On sait que c'est pas évident. Je vais commencer peut-être par évoquer les critiques que l'on peut faire de la Cour ou de faire un bilan de cette Cour qui existe, en fait, qui a ouvert ses portes depuis 17 ans et qui a été, dont le traité en fait a été adopté en 98, mais qui n'a ouvert ses portes qu'une fois qu'il a été ratifié par un nombre suffisant d'États en 2002, donc 17 ans d'exercice. Et le bilan, évidemment, n'est pas très reluisant, puisque la Cour a condamné 4 personnes, que ces personnes-là sont plutôt des seconds couteaux, des accusés de rang intermédiaire, c'est-à-dire ils sont entre le chef d'État, le haut responsable ou le chef de milice, et puis ce qu'on appelle les petits poissons, les soldats, essentiellement des seconds couteaux. Il y a eu beaucoup de non-lieux et beaucoup d'acquittements et des accusations, des mises en accusation qui étaient souvent assez partielles, c'est-à-dire que c'était des choix de politique pénale qui étaient de choisir un crime ou un événement en particulier, un massacre sur une carrière, par exemple pour un milicien, sur une carrière de 20 ans de combat, mais la politique pénale du procureur fait qu'on choisissait 1, 2, 3 événements en particulier, avec l'objectif d'obtenir évidemment la condamnation, mais passant outre un certain nombre d'événements, ce qui peut avoir des conséquences, notamment sur les réparations, parce que quand il n'y a pas les réparations ne s'appliquent que pour les victimes directes des crimes pour lesquels les accusés ont été reconnus coupables. Il y a aussi dans les difficultés de la Cour une politique pénale qui a longtemps et qui est encore par certains aspects motivée par des considérations politiques, alors politiques au sens large, et puis j'y reviendrai un petit peu plus tard, et une stratégie de coopération. Alors, je pense que vous le savez, mais c'est une Cour qui n'a pas de force de police et qui est obligée de compter sur la coopération des États pour pouvoir non seulement conduire ces enquêtes, c'est-à-dire pouvoir accéder au territoire des États qui sont concernés et pour pouvoir arrêter les suspects.
Et puis, il y a aussi pas mal de problèmes de gouvernance et d'absence de contrôle interne sur le fonctionnement de la Cour. Tous ces éléments-là donnent... Alors, souvent, les partisans de la Cour disent « oui, c'est une Cour qui est jeune », enfin, trouvent une liste, je dirais, d'alibis pour expliquer les difficultés de cette Cour. La difficulté, c'est que tous ces éléments-là, ce bilan de la Cour pas très positif, donne des armes à ceux qui critiquent cette Cour et qui sont contre l'établissement de cette Cour. Il faut rappeler qu'au moment où le traité a été adopté en 1998, il y a eu 120 États qui ont adopté ce traité et un certain nombre d'États qui s'y sont opposés, dont la Russie, la Chine, les États-Unis, Israël, et que ces États continuent aujourd'hui à s'opposer à la Cour. Notamment, ils évoquent des questions de souveraineté. Ça, c'est l'argument principal qui est évoqué. Donc ça, je dirais, il y a plusieurs profils de critique de la Cour. Donc ceux qui estiment que la Cour, la création même de la Cour constitue une perte de souveraineté, donc comme ces États-là, les États-Unis, la Chine, la Russie et d'autres États. Il y a ceux qui craignent que la Cour puisse un jour les cibler et ceux qui, lorsqu'ils sont ciblés, évidemment, commencent à s'opposer à la Cour. Et puis enfin, il y a ceux qui soutiennent cette Cour, mais qui la critiquent parce que le bilan n'est pas bon. Donc ils la soutiennent sur le principe, ils soutiennent l'idée, mais ils regrettent aujourd'hui à la fois ses actions et son bilan. Et c'est quelque chose d'assez nouveau. Notamment, on a vu des ONG qui ont commencé à critiquer la Cour, particulièrement des ONG locales ou nationales. Les grandes ONG, Human Rights Watch, FIDH, Amnesty International, en général, ont soutenu, au moins publiquement, soutiennent toujours la Cour, mais il y a à mon sens des dissensions depuis quelque temps avec les ONG locales et nationales qui commencent à critiquer la Cour parce qu'elle ne va pas assez vite, parce qu'elle ne va pas dans le sens qu'elles espéraient, enfin pour un tas de raisons. Et ça, c'est une nouveauté. Et il y a eu un article, aujourd'hui, je crois, ou hier, du président de la Cour, qui a été publié dans le Globe and Mail, et qui s'alerte, en fait, de cette situation. Alors, sans dire, on a des ONG qui commencent à s'exprimer contre nous, etc. Mais il dit, il m'a semblé d'ailleurs que son article s'adressait plutôt au petit monde de la justice internationale qu'au public en général. Enfin, peut-être qu'on peut en avoir plusieurs lectures, mais il disait du calme. Il y a beaucoup de critiques négatives sur la Cour. Tout ne va pas si mal, puisque l'idée est encore là, qu'elle existe, et que donc il faut continuer à la soutenir. Et pour dire que ces dernières critiques, autant les critiques des États ont commencé à s'affirmer à partir de 2009, donc quand il y a eu les premiers actes d'accusation et quand il y a eu les premières poursuites qui pouvaient inquiéter tel ou tel État, autant ces critiques-là sont assez nouvelles et elles ont été amplifiées par la décision qui a été rendue par les juges sur l'Afghanistan au mois d'avril dernier. Alors, le bureau du procureur avait ouvert un examen préliminaire sur les crimes commis en Afghanistan depuis le début de la guerre. Donc cet examen a été ouvert en 2007. Jusqu'ici, il n'y avait rien eu. Et puis en 2017, décembre 2017, la procureure a fait une demande auprès des juges d'autorisation de démarrer une enquête. Et son enquête vise à la fois les talibans, les forces sécuritaires afghanes, mais aussi les forces américaines en Afghanistan et les services de renseignement américains pour les crimes commis, les prisons secrètes de la CIA, ce qu'on a appelé les prisons secrètes de la CIA, qui étaient ces centres de torture en fait organisés dans un grand nombre d'États
le centre de torture secret, et par laquelle enfin, un certain nombre de personnes étaient exfiltrées par la CIA. Donc la procureure voulait enquêter sur ces faits-là. Les juges ont estimé au mois d'avril que ça serait pas dans l'intérêt de la justice d'ouvrir une telle enquête. Et évidemment, ça a été très mal pris. D'abord parce que leur décision est très mal rédigée. Ils ont mis 18 mois à rendre une décision qui est très très mal motivée et dans laquelle on comprend assez clairement qu'ils répondent aux pressions des États-Unis, puisque l'administration Trump avait s'était ouvertement opposée à l'ouverture d'une telle enquête, notamment par des déclarations de John Bolton en 2018, ensuite des déclarations de Donald Trump lui-même, et puis ensuite donc des menaces de sanctions, de représailles envers toute personne de la Cour qui s'intéresserait à l'enquête Afghanistan et qui pousserait pour qu'une telle enquête puisse être ouverte. Et puis ensuite des sanctions effectives, puisque au printemps 2019, le visa de la procureure Fatou Bensouda a été révoqué. Ça ne l'empêche pas d'aller aux États-Unis pour assister aux séances du Conseil de sécurité de l'ONU, ou représente en fait à l'ONU, mais elle n'a pas de visa pour pouvoir circuler sur le territoire américain. Suite à cette annonce, et les juges ont rendu leur décision une semaine plus tard, et dans leur décision disent ça serait contre-productif d'ouvrir une enquête parce que elle n'a aucune chance de parvenir à un procès. Il n'y a aucune chance qu'il y ait un procès un jour parce qu'il n'y a pas de coopération et que la situation est... je ne me souviens plus de leur terme exact, je n'ai plus ça en tête, mais enfin, la situation sur le terrain en Afghanistan ne le permet pas et surtout, il n'y a pas de coopération. Donc, c'est une façon un peu de répondre aux pressions des États-Unis. Et donc, ça a évidemment suscité énormément de critiques de la part des ONG. Et l'une des critiques des ONG au niveau national, c'est qu'elle... alors, c'est le cas en Afghanistan, par exemple, quand la procureure demande au juge l'autorisation d'ouvrir une enquête, un très grand nombre de victimes sont invitées à se prononcer sur cette procédure et, dans leur très 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 large majorité, disent qu'elles sont favorables à l'ouverture de cette enquête. Alors on parle de milliers de victimes, en tout cas des groupes de victimes qui sont représentés par des avocats et qui ont donc donné leur opinion aux juges, ce à quoi les juges ont répondu, eh bien écoutez, c'est pas dans l'intérêt de la justice, donc vous pouvez... Voilà, c'est vraiment une fin de non-recevoir qui a été opposée aux victimes, et évidemment ça a créé un certain nombre de déceptions, de frustrations, de craintes aussi, parce que les personnes qui se sont avancées devant la Cour pour porter plainte en Afghanistan, évidemment ça pose des questions de sécurité, il faut avoir un certain courage, et à ce courage-là, les juges répondent merci, au revoir. Donc évidemment ça a suscité de nombreuses critiques. Sur d'autres terrains, notamment la Géorgie et la Palestine, il y a des ONG aussi qui sont très critiques parce que le travail, elle-même en fait sur le terrain, mobilise un certain nombre d'acteurs et éventuellement des acteurs politiques pour qu'ils saisissent la Cour, pour qu'ils acceptent la juridiction de la Cour, et puis derrière rien ne se passe. Ça dure des années, ou alors par exemple dans le cas de la Géorgie, on ouvre une enquête, mais c'est tellement compliqué, il y a tellement de difficultés à accéder aux preuves, à accéder au terrain, etc., que finalement, pas grand-chose n'avance. Et là, ces ONG nationales sont évidemment beaucoup plus affectées par ce type de situation, parce qu'elles-mêmes perdent de leur crédibilité dans des pays où elles ne sont pas forcément très bien perçues et très bien accueillies. Voilà, juste peut-être pour revenir sur les oppositions des États à la Cour, il y a eu, on peut dire que ça a été en deux temps. Il y a un premier temps, c'est 2009, où pour la première fois, eh bien, la Cour vise un chef d'État, en tout cas un haut responsable
le président du Soudan, Omar al-Bashir, pour des crimes commis au Darfour. Alors, il se trouve que le Soudan n'a pas ratifié le traité de la Cour, et que la Cour a été saisie par le Conseil de sécurité, dont les 5 membres permanents, dont 3 des 5 membres permanents n'ont pas ratifié le traité de la Cour. Donc eux se dégagent en fait de toute possibilité de poursuite, ou de pratiquement toute possibilité de poursuite, mais en revanche, ils utilisent la Cour pour pouvoir... ils saisissent la Cour, ils ont cette possibilité de saisir la Cour. Alors ça a été évidemment très mal vécu par plusieurs États africains, et là, les critiques ont commencé à émerger, des critiques assez fortes. À la fois, la Cour était accusée de racisme, accusée de conduire une justice de blanc, accusée de participer à des politiques de changement de régime. Un certain nombre de choses. Il y a eu des bras de fer assez importants entre la Cour et plusieurs États. Et puis c'est encore là, c'est-à-dire que les relations restent encore très tendues entre la Cour et les États africains. Mais il y avait eu des menaces à un moment donné de se retirer en force du traité de la Cour, et finalement ces menaces n'ont pas été réellement mises à exécution à part par le Burundi, à partir du moment où la procureure a annoncé qu'elle ouvrait un examen préliminaire, donc l'étape préalable à l'enquête. Là, le Burundi a annoncé son retrait de la Cour pénale internationale. C'était trop tard pour les crimes qui ont été commis entre le début de la ratification et la fin. Donc la procureure a pu ensuite ouvrir une enquête. Mais c'est le seul État. Après, il y a les Philippines aussi qui ont conduit une procédure de retrait. Mais voilà, il n'y a pas eu de départ de tous les États africains. Et à un moment donné, la stratégie a été peut-être, vaut-il mieux rester à l'intérieur de la Cour pour savoir comment ça se passe et puis pour essayer de jouer avec tous les mécanismes internes de la Cour, les mécanismes de coopération, le vote du budget, puisque ce sont les États qui financent la Cour, les États qui en sont partis, qui financent la Cour, et puis aussi le choix, l'élection des procureurs, l'élection des juges. Donc voilà, ils ont préféré pour l'instant rester à l'intérieur de la Cour pour pouvoir évidemment éventuellement l'actionner dans un sens qui leur soit plus favorable. Et puis, depuis décembre 2017, depuis que la procureure a déposé sa demande d'enquête sur l'Afghanistan, évidemment, les critiques sont beaucoup plus dures et les menaces sur la Cour sont évidemment beaucoup plus dures, puisque cette fois, la Cour a à dos, on pourrait dire, les États-Unis, la Russie sur le dossier Géorgie, et tout récemment, Israël, qui n'est pas membre de la Cour non plus, mais la procureure a indiqué au mois de décembre qu'elle était prête à ouvrir une enquête à la fois sur la guerre de Gaza en 2014 et sur la colonisation des territoires occupés par Israël, et qu'elle était prête, qu'elle s'estimait compétente, mais que dans le même temps, elle demandait aux juges de se prononcer sur le statut d'État de la Palestine, puisque c'est un des aspects qui est rejeté par Israël. Les avocats israéliens disant qu'il n'y a pas d'État palestinien, et à partir de là, la Palestine n'est pas une entité, ne peut pas être État partie à la Cour n'est donc pas compétente pour pouvoir enquêter sur la Palestine. Donc ça, c'est le dernier volet en fait des procédures qu'a enclenché la procureure Fatou Bensouda. Donc on a aujourd'hui en fait parmi les opposants à la Cour les États-Unis, la Russie et Israël. Donc évidemment la situation risque, en tout cas ça risque d'être beaucoup plus difficile pour la Cour de contrer ces États-là. Donc on va voir un peu comment la Cour se sort. L'année 2020 risque d'être particulièrement intéressante avec les décisions attendues sur l'Afghanistan, puisque la procureure a fait appel, des décisions attendues sur la Palestine, et puis voir si ça avance sur le dossier géorgien.
Voilà, et dans le même temps, eh bien, les États partis sont en train de réfléchir à l'élection du futur procureur, puisque Fatou Bensouda a fini un mandat de 9 ans. Voilà, donc on attend de savoir. Il y a pas mal de noms qui sortent, notamment Serge Bramers, qui est le procureur actuel du tribunal pour l'ex-Yougoslavie, et qui semble être le favori d'un certain nombre d'États. Voilà, mais il va falloir encore attendre, puisque la procédure en est à son démarrage. Donc voilà un peu ce que je voulais dire. Merci beaucoup Stéphanie Maupas. La fin de votre intervention m'a fait penser à un extrait de l'entretien de Joël Ubrecht. Il dit que la justice pénale internationale est une justice particulière, sinon hors norme, dans laquelle on attend un peu plus que ce que l'on attend ordinairement des juges dans une juridiction plus classique. Ils doivent donc non seulement avoir le cuir dur, mais aussi pouvoir répondre à d'autres impératifs et être capables de montrer des qualités exceptionnelles d'humanité, ce qui n'est malheureusement pas toujours le cas. Et c'est vrai que ce qui est intéressant avec la Cour pénale internationale, ce sont les contradictions internes qui meuvent cette juridiction. Et c'est une Cour qui est dépendante de la collaboration des États et qui doit faire avec les oppositions politiques sur des dossiers où finalement droit et politique ne cessent de se mêler. Jeanne Sulzer, je vais vous passer la parole. La justice pénale internationale, c'est bien sûr la CPI, mais ce n'est pas que la Cour pénale internationale. C'est un ensemble varié de situations, de juridictions, de formats très différents, voire opposés. Et voilà, je vous passe la parole pour votre intervention. Merci beaucoup, merci à l'IRIS pour cette invitation. Je vais revenir quand même aussi un tout petit peu sur la CPI avant d'évoquer d'autres mécanismes. Puisque, comme vous le savez sûrement, la CPI, c'est une juridiction qui est complémentaire des juridictions nationales. Donc, une Cour pénale internationale idéale, c'est une Cour pénale internationale qui n'aurait aucun dossier. Donc, l'objectif, finalement, c'est que cette CPI ne connaisse d'aucune affaire et que les États aient créé les conditions du jugement, des poursuites et du jugement des personnes qui sont présumées avoir commis des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité et des crimes de génocide au niveau national. C'est ça l'objectif finalement ultime politique qu'on doit viser aujourd'hui avec la Cour pénale internationale. Alors peut-être quelques constats à la suite des propos de Stéphanie, dans le même sens, plusieurs constats. Le constat déjà de la complexité de l'exercice de la Cour pénale internationale, qui effectivement se doit d'être exemplaire, mais qui n'a pas du tout un travail facile. Mais c'est un constat de la complexité pour être d'une certaine manière politiquement correct. C'est finalement aussi le constat des défaillances de la CPI. Peut-être sur des questions de lisibilité sur un certain nombre d'enjeux, où on voit, 20 ans après la création du statut de la Cour pénale internationale, il y a encore certaines questions qui sont très peu claires à la lecture de la CPI, même pour les acteurs qui suivent au quotidien, comme c'est le cas de Stéphanie Maupas ou d'organisations de défense des droits de l'homme comme Amnesty et d'associations de victimes. C'est encore très difficile de comprendre exactement comment ce tribunal fonctionne. Premièrement, la politique pénale, qui est peu claire, voire pas lisible. Ce sont toutes les questions d'opportunité des poursuites. Alors actuellement, c'est Fatou Bensouda, la procureure de la CPI. C'était un procureur argentin au départ. Il y a toute une série de papiers qui sortent, qui sont des papiers internes au bureau du procureur, qui viennent aider à la clarification de ce que peut être l'opportunité des poursuites et la politique pénale, mais ça reste quand même encore un peu illisible. Quels sont les critères finalement de sélection? Quels sont les critères de priorisation des enquêtes? Comment les décisions sont prises?
Il y a eu des efforts qui ont été faits par la Cour pénale internationale et par le bureau du procureur pour être plus transparent. C'est une réalité. Donc la CPI est beaucoup plus transparente et le bureau du procureur aujourd'hui qu'elle ne l'a pu l'être il y a quelques années. Mais ça reste encore pour le grand public, en tout cas, relativement difficile de comprendre pourquoi la Cour pénale internationale va ouvrir une enquête sur tel dossier et pas sur tel autre. C'est aussi l'analyse et le constat de la complexité sur la question de la complémentarité. C'est intéressant, il y a le Royaume-Uni, enfin un des responsables anglais qui ont dit très récemment à l'Assemblée des États parties, attention, la CPI ne doit pas devenir le tribunal de monitoring des situations de droits de l'homme. Ce n'est pas son rôle. La CPI ne peut pas avoir tous les rôles. Ce n'est pas un tribunal qui peut connaître de toutes les situations et de toutes les violations des droits de l'homme dans le monde. Alors c'était un peu une façon aussi de dire, de critiquer l'action de la CPI en matière de complémentarité, à savoir que la CPI, je vais y revenir, ce n'est pas uniquement ce qu'on voit au niveau des audiences et ce qui est visible, c'est la partie émergée de l'iceberg, c'est ce qu'on voit, mais la Cour pénale internationale, c'est aussi tout un travail d'interaction avec les États, d'interaction avec le ministère de la Justice, pour que les États, en fait, adoptent dans leur système national la définition des crimes de guerre, crimes contre l'humanité, génocide, et pour que ce soit ce principe de complémentarité qui soit effectif. Donc, de ce fait, la CPI est placée dans une position où elle travaille à observer la façon dont les juridictions nationales fonctionnent. Et c'est un travail effectivement, clairement très difficile et très long, et qui fait face aussi à toute une série que ce soit des dénis de la part de certains États ou de la complexité de mettre en place ces lois d'adaptation, ou alors de la volonté de certains États de faire semblant que les affaires avancent, mais quand en réalité, il n'y a pas de volonté. Alors vous le savez peut-être, la complémentarité, la limite de la complémentarité, c'est quand les États ne peuvent pas ou ne veulent pas juger, alors la CPI est compétente. Donc c'est cette analyse-là qui n'a pas lieu de façon très publique. Il y a des rapports qui sont faits, mais ce n'est pas non plus fait de façon très publique. Cette analyse-là, le bureau du procureur la conduit, et c'est une analyse qui n'est pas nécessairement encore très lisible. Je vous donne un exemple, l'exemple de la Colombie. L'examen préliminaire a été ouvert depuis 2005, 2003 même, je crois. Et la CPI ne fait que, entre guillemets, ce n'est pas une critique, observer ce qui se passe au niveau national pour s'interroger sur est-ce que finalement la justice colombienne exerce le principe de complémentarité ou pas. Donc il y a aussi cette complexité-là. La CPI, c'est aussi le constat de la complexité parce que c'est une cour qui est, au niveau juridique, complètement sui generis. C'est-à-dire que alors souvent on dit que c'est le pire des deux systèmes. Je pense que c'est pas faux. C'est-à-dire que c'est à la fois common law et système romano-germanique qui crée quand même une lenteur procédurale excessive, très illisible, très compliquée parce que les professionnels du droit sont anglo-saxons et civilistes et il n'y a rien à faire. Ils appliquent quand même leurs vieux réflexes de justice nationale et malgré tout, même si la CPI c'est un système en soi juridique, c'est compliqué au niveau de la preuve, au niveau du droit à garder le silence, toute une série de grands principes qui sont difficiles à appliquer dans ce nouveau système finalement qu'est la CPI, qui est entre les deux, ou qui n'est même pas entre les deux, qui est vraiment un système sui generis. Et puis, et ça, bon Stéphanie, je ne vais pas y revenir, c'est le constat de la complexité parce que c'est un tribunal, une cour qui exerce en temps réel. Il ne faut pas oublier qu'une des raisons pour lesquelles la CPI a quelquefois des difficultés d'enquêter, c'est la non-coopération, mais c'est aussi parce que des questions de sécurité, à la fois pour le personnel de la Cour, mais aussi pour les intermédiaires, pour les victimes, pour les témoins, puisque la CPI enquête sur des situations qui sont de commission des crimes qui sont en train d'être commis à l'heure où la CPI travaille. Donc on est très très loin d'autres mécanismes de justice internationale qui sont venus enquêter et poursuivre après les faits. Alors évidemment, un des exemples, l'exemple extrême de l'autre inverse, ce sont les CETC, les chambres extraordinaires auprès des tribunaux cambodgiens, qui viennent enquêter et poursuivre les présumés responsables Khmer Rouge 30 ans après les faits.
Donc sans tomber peut-être dans cet écueil-là, même si certains peuvent dire qu'il n'y a pas eu de transition démocratique toujours au Cambodge, c'est encore trop tôt pour juger. Sans tomber dans cet écueil-là, il est vrai que la CPI, le fait d'exercer ses pouvoirs en temps réel, crée une vraie complexité. Ensuite, sur la participation des victimes, c'est la première cour de cette nature avec un champ entre guillemets universel qui donne la possibilité aux victimes, de façon relativement limitée mais plus ouverte que le tribunal pour le Rwanda ou le tribunal pour l'ex-Yougoslavie, qui n'avait la possibilité que de n'intervenir comme témoins. Ici, les victimes ont la possibilité d'intervenir non pas comme partie, mais comme participants, avec des possibilités aussi d'être représentés par des avocats. La participation, de par la nature des crimes, pose des vraies questions très complexes, à laquelle la CPI n'a pas du tout répondu, et là est totalement illisible sur la façon dont elle gère la participation des victimes. Le constat ensuite de la nécessité, je crois que c'est Joël Ubrecht qui en parle dans l'entretien, dans la revue, finalement elle a une qualité, cette CPI, c'est d'exister, et c'est déjà énorme. C'est peut-être sa principale qualité aujourd'hui, c'est le fait qu'elle existe. Je pense que c'est important quand même de se rappeler qu'elle est le fruit d'un moment très particulier. 1998, c'est un moment qui a permis au niveau géopolitique que les États s'assoient autour d'une table pendant 2 mois et discutent de ces sujets-là. Jamais aujourd'hui, depuis en tout cas le 11 septembre, et très certainement pas aujourd'hui, on arriverait à la moitié des compromis qui ont été discutés et négociés à Rome en 1998. Donc la CPI, c'est quand même aussi le fruit de ce travail et de cette possibilité qui a été assez extraordinaire de créer à ce moment-là une Cour pénale internationale permanente. Elle est loin d'être idéale, elle est tout à fait critiquable à certains niveaux, mais elle existe. Et du coup, j'en viens au fait qu'elle a finalement, et ça a été repris aussi dans pas mal d'articles dans la revue, au niveau positif, les aspects positifs de l'existence même de la CPI, non pas de son fonctionnement, mais de son existence, c'est que ça a quand même créé une espèce de dynamique de lutte contre l'impunité qui n'existait pas avant, et de multiplicité des mécanismes de lutte contre l'impunité qui n'existaient pas avant. Il y a une sorte de cercle vertueux qui est réel, qui est créé par la complémentarité entre la CPI et la justice nationale, mais aussi par le fait qu'il y a une multiplicité de mécanismes qui existent aujourd'hui et qui finalement s'entremêlent les uns aux autres et qui permettent de petit à petit peut-être combler cette impunité qui existe aujourd'hui. Pas de façon totale du tout, puisqu'on sait qu'il y a des blocages, des paralysies, des difficultés avec les États qui sont contre la CPI, mais néanmoins, il y a quand même, et d'ailleurs la requête sur la requête du bureau du procureur sur la Palestine en est un exemple, qui permettent de faire avancer peut-être certains sujets extrêmement complexes. Et ça, c'est quand même le cercle vertueux qu'a créé l'existence même de la CPI. La CPI a permis la mise en place d'autres mécanismes, par exemple en Centrafrique. Il y a une cour spéciale centrafricaine qui a été mise en place à Bangui, dont le fonctionnement est pour le moment encore soumis à toute une série de réserves, mais néanmoins, on parle de lutte contre l'impunité. On parle du fait qu'il y a des crimes qui ont été commis, on parle de responsabilité, on parle de présomption, on parle d'ouverture d'enquête, on parle de sujets qui n'étaient peut-être pas des sujets qui étaient évidents il y a encore 10 ou 15 ans. C'est aussi à mettre en parallèle avec l'émergence extrêmement importante au niveau national de l'exercice par les États de la compétence dite universelle. C'est la compétence extraterritoriale, c'est typiquement l'affaire Pinochet. C'est le fait de dire, et en fait finalement c'est aussi la continuité de la CPI, le fait de dire que finalement pour ces crimes-là, les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité, le génocide, les États doivent être solidaires
ils ont une obligation en fait d'être solidaires, puisqu'ils sont des crimes qui touchent l'humanité tout entière, et donc chacun doit apporter une pierre à l'édifice, à la lutte contre l'impunité. Ça veut dire que pour ces crimes-là, en fait, si la personne présumée se trouve sur le territoire d'un État parti aux conventions de Genève, par exemple, ou à la Convention sur la répression du génocide, ou à la Convention torture de 1984 des Nations Unies, l'État, donc la France par exemple, a l'obligation de poursuivre la personne présumée avoir commis des actes de torture sur son territoire. Si elle ne le fait pas, elle viole ses obligations internationales et elle doit soit enquêter, soit extrader. Mais elle ne peut pas juste rester comme ça dans une situation d'impunité. Et ça, ce mécanisme de compétence universelle, c'est un mécanisme qui est utilisé pour toute une série de situations. En France, essentiellement sur les affaires rwandaises, puisqu'il y a il y a beaucoup de présumés génocidaires qui se trouvaient ou se sont trouvés sur le territoire français. Mais il faut savoir que le pôle spécialisé sur les crimes contre l'humanité et génocide, qui est un pôle qui est auprès du TGI de Paris, a aujourd'hui plus de 60 dossiers ouverts de compétences extraterritoriales. Sur les 60, il y en a une trentaine à peu près qui concernent le Rwanda. Mais il y a aussi des dossiers qui concernent la Centrafrique, le Soudan, le Tchad, la responsabilité pénale des personnes morales, dont par exemple Amesis, Cosmos, sur des questions de vente de technologies de surveillance en Libye ou en Syrie. Et ça c'est la grande nouveauté des dernières années, face au blocage sur la question de l'impunité en Syrie et l'impossibilité d'actionner la CPI sur la situation des crimes présumés en Syrie, les États exercent de plus en plus leurs compétences universelles sur la question syrienne. Donc il y a toute une série, il y a toute une palette aujourd'hui d'acteurs qui travaillent à renforcer la justice nationale et à demander à ce que les juridictions nationales, européennes notamment, connaissent des crimes commis en Syrie. Alors c'est vrai en Allemagne, c'est vrai aux Pays-Bas, en France, il y a plus d'une dizaine de dossiers qui sont en cours d'instruction, enfin en cours d'examen plutôt au niveau du procureur sur la Syrie. L'affaire César notamment, qui a même d'ailleurs été enclenchée même par le gouvernement, puisque c'est le ministère des Affaires étrangères qui a saisi l'article 40, le parquet du pôle spécialisé sur le dossier César. Vous savez, c'est le dossier de ces photos prises de personnes torturées. Et ça, c'est vraiment une dynamique qui est très importante et qui permet en fait d'avoir une vision plus globale de la justice pénale internationale et de la lutte contre l'impunité. Et enfin, pour compléter cela, je pense que c'est important d'avoir aussi conscience que la CPI a permis aussi d'être un immense terrain de jeu. Alors on est sur des sujets pas très rigolos, mais néanmoins, pour des acteurs qui avant avaient moins la possibilité d'être acteurs, c'est le fait qu'il y a aujourd'hui pour les organisations non gouvernementales, pour les victimes, qui sont soutenues par ces ONG souvent, pour les associations de victimes, la possibilité de faire du contentieux stratégique, donc d'être créatif, d'être un peu fou, peut-être quelquefois, mais d'essayer en fait de jouer avec le droit pour faire avancer la lutte contre l'impunité. Et ça, la CPI le permet, puisqu'elle permet à toute personne de saisir le procureur à travers une communication qui s'appelle les articles de communication sur la base des articles 15. C'est l'essentiel des sources du bureau du procureur, ce sont les communications article 15. Donc ces communications qui sont issues d'associations de victimes, d'ONG. Mais c'est aussi le rôle des victimes et des ONG dans ces dossiers de compétences universelles qui vont aller chercher quel serait le meilleur pays pour déposer une plainte contre telle ou telle personne ou telle entreprise. Donc ça, c'est vraiment important aussi. C'est relativement nouveau aussi qu'il y ait cette possibilité qui soit donnée aux ONG ou aux victimes d'avoir un accès à la justice. Alors évidemment,
il y a des retours de bâton, puisque au fur et à mesure que un certain nombre d'actions judiciaires ont été menées avec succès, les États ont essayé de fermer la voie aux victimes ou aux ONG dans certains pays. Et c'est aussi un petit peu le cas devant la CPI. Et j'en terminerai pour le moment sur la question de la créativité et le fait que la justice pénale internationale s'inscrit dans finalement ce n'est juste que l'écho ou le miroir d'enjeux actuels, puisque aujourd'hui, dans le domaine de la justice pénale internationale, on parle aussi de quelle contribution la justice pénale internationale pourrait avoir sur la justice climatique. Est-ce qu'on peut imaginer que la justice pénale internationale et peut-être la CPI aient un rôle à jouer par rapport aux questions d'environnement? La question se pose aussi sur la crise migratoire, puisqu'il y a des discussions aujourd'hui sur est-ce qu'on peut imaginer saisir la CPI sur la question de la responsabilité des acteurs européens sur la crise migratoire en plus de celle des autorités libyennes ou des gardes libyens sur la crise migratoire européenne. La question de la responsabilité pénale des personnes morales aussi, c'est une question qui revient de plus en plus. Quel est le rôle et la possibilité alors devant la CPI, c'est impossible, puisque la CPI ne peut connaître que des individus. Mais devant les juridictions nationales, il y a de plus en plus de dossiers contre des entreprises qui invoquent leur responsabilité pénale en matière en général de complicité pour crimes contre l'humanité dans un certain nombre de situations, dont la vente d'armes et d'autres sujets. Et puis le dernier, il y en a plein, mais qui sont vraiment ancrés dans l'actualité, c'est aussi la question de la lutte contre le terrorisme, avec des discussions aussi sur l'apport et la contribution possible de la justice pénale internationale à la lutte contre le terrorisme, et notamment le traitement des combattants étrangers, mais pas uniquement, ou de la mise en place ou non d'un tribunal pour juger les crimes présumés commis par les combattants étrangers et les autres. Donc la justice pénale internationale, pour conclure, c'est vraiment une justice qui est ancrée dans le réel et qui donc effectivement est complexe et loin d'être parfaite, mais dont il faut quand même réaliser qu'elle n'a pas un rôle très facile à jouer non plus. Et donc l'élection du procureur l'année prochaine sera un enjeu extrêmement important. Les organisations comme Amnesty travaillent énormément à pousser les États à être extrêmement vigilants à ce que ce soit vraiment les meilleurs candidats qui soient proposés. Même si Amnesty, notamment d'ailleurs Human Rights Watch et d'autres, ne prennent pas position sur les personnes en particulier, mais uniquement sur les critères. Mais je crois que ça ne se bouscule pas au portillon non plus pour le rôle de procureur de la CPI, qui est certainement peut-être l'emploi le plus difficile aujourd'hui à exercer. Merci beaucoup, Jeanne Suzère, pour ce panorama fort intéressant et complet. Je vais passer maintenant la parole à la salle. On a 45 bonnes minutes de débat, puisqu'on terminera à 20h. Alors, on va commencer par monsieur. On va peut-être prendre si ça vous va, peut-être qu'on prend 3 questions en même temps. Ça vous va, si on procède comme ça? Alors, monsieur, et puis voilà, et puis monsieur aussi au milieu. Oui, c'est pas grave. Oui. Je vous remercierai par avance de faire des questions et interventions les plus courtes possibles pour permettre à tout le monde de pouvoir s'exprimer. Merci. Paul Arnaud, je suis juriste contentieux, mais de droit interne. Il y a 3 questions juridiques et je vais entreprendre la professeure en droit, Mme Ubida, pour avoir des précisions rapidement. Elle est absente, monsieur. Non, mais, Madame Suzère. Désolé. Il se trouve, vous avez mentionné, primo, qu'il y avait eu des poursuites contre les Khmers rouges
Cambodge, 30 ans après, les problèmes de prescription, comment elle est fixée au niveau des statuts même de Rome de 1998. Deuxième question, est-ce que vous pouvez m'éclairer un peu sur les moyens de coopération? Vous avez parlé de complexité au niveau des rapports entre juridictions intérieures et ces pays. Mais comment la CPI peut-elle être informée des agents de surveillance, des caméras, comment ça se passe pour connaître précisément, concrètement, quels sont les dossiers qui font problème et qui peuvent entrer dans la compétence de la justice intérieure. Si elle n'agit pas, c'est l'international qui prend le relais. Mais comment elle est au courant de ces dossiers-là? Dictatio, moi j'ai fait mes études en 1984-85 en faculté. Je me souviens, on parlait de justice, de clause de compétence universelle, vous l'avez mentionné. Mais est-ce que, à l'époque, c'était uniquement la Belgique qui appliquait ça? Maintenant, la France finit. Bon, est-ce que vous pouvez donner des précisions? Parce que moi, je suis littéralement largué, dépassé sur cette question. J'aimerais en connaître un peu plus. Et combien il y a d'États qui la pratiquent? Merci. Jean-Paul Husson, juste une question. Vous avez parlé de difficultés d'investigation. Est-ce qu'il y a aussi des difficultés de manque de ressources et de moyens au sens financier du terme? Et quel est le budget général de cette cour? Merci. Oui, bonjour Olivier Chalence. J'ai une question sur la souveraineté des États. Et donc à mon sens, l'existence d'une justice internationale fragilise la question de la souveraineté. Et ma question est large. Quelles seraient les conséquences de cette fragilisation sur l'ordre international? Merci. Ok, merci bien. Ma question va à l'endroit de Madame Stéphanie Mopa. Que répondez à ceux qui critiquent la CPI, qui disent que la CPI est un instrument au service des grandes puissances? Voilà, puisque je viens de la Côte d'Ivoire et ce sujet m'intéresse un peu. Merci, on va peut-être, si ça vous va, on commence à répondre. On a matière. Oui, alors sur le budget, est-ce que le bureau du procureur a assez de moyens pour enquêter? Le budget général de la Cour, c'est cette année, je crois, 155 millions d'euros qui ont été votés pour toute la Cour. Ce n'est pas uniquement pour le bureau du procureur, pour toute la Cour. 655 155, pardon. Ouais. Alors, donc c'est pas un budget très important et c'est pas, à mon sens, c'est pas un budget suffisant pour l'objet, enfin pour les missions de la Cour, on va dire. Donc de ce point de vue-là, je pense que le budget est vraiment trop léger et voilà, mériterait d'être augmenté. Mais il y a des difficultés de management, il y a des difficultés enfin, je pense que la façon dont il pourrait travailler mieux avec le même budget. Voilà, il pourrait faire plus avec le même budget. Et qu'il y a pas mal de problèmes de management qui se posent régulièrement. Voilà, alors après c'est difficile il faudrait prendre dans son ensemble un certain nombre d'éléments qui existent, mais la CPI, par exemple, ne fait pas partie du système de l'ONU. C'est une cour établie par traité. Donc elle aurait pu adopter une autre grille de salaire et fonctionner différemment. Elle a fait le choix de coller au système onusien, de calquer le système onusien
de ce point de vue-là, effectivement, les dépenses de la Cour, c'est énormément de salaires, puisque ce sont des juges, des enquêteurs, des procureurs, donc c'est énormément de salaires. Elle a choisi de calquer ses salaires sur le système onusien, donc ça donne des salaires très élevés. Les juges sont rémunérés 15 000 € par mois. Bon voilà, c'est détaxé. C'est le système onusien qui a repris la fonction publique internationale, qui est repris dans le système de la Cour. Donc la Cour, de ce point de vue-là, au départ déjà aurait pu envisager les choses différemment. Ça n'a pas été le cas. Il y a tout le temps des pressions, des tensions sur les salaires et sur l'évolution évidemment des personnels, hein, comme dans toute entreprise. Il y a 2 ans, je crois, les juges ont demandé, les juges réclament régulièrement une augmentation de leur salaire aux États parties qui les financent. Et donc il y a un bras de fer, et aujourd'hui, plusieurs juges, dont le président même de la Cour, ont porté plainte devant le Bureau international du travail à Genève pour demander que ce conflit-là entre les juges et les États puisse être réglé. Donc voilà, donc il y a d'un côté évidemment 155 millions pour conduire toutes ces enquêtes, conduire tous ces procès. Il ne faut pas oublier que ça se passe en plusieurs langues, donc il faut des interprètes, il faut protéger les témoins, il faut faire des enquêtes au bout du monde, ou presque. Donc tout ça nécessite un budget très important. Mais malheureusement, le fonctionnement, alors les choix de départ n'ont à mon sens pas été les bons. Et après, le fonctionnement au jour le jour reste assez opaque, mais il y a quand même des choses qui ne vont pas. Sur les enquêtes, par exemple, au démarrage, les enquêteurs se rendaient sur place dans tel ou tel pays, restaient une semaine et retournaient à La Haye. Bon, ça, voilà, les enquêteurs peuvent. Alors, c'est pas bon non seulement sur le budget, mais c'est évidemment pas bon sur l'effectivité de l'enquête. Quelqu'un qui passe une semaine pour recueillir des témoignages, évidemment, ça fonctionne au final pas très bien. Donc voilà, c'est pas un budget suffisant, mais il faudrait aussi que la Cour se réforme en interne. Merci. Oui, si vous voulez continuer. Les autres questions. Peut-être la complexité de la coopération. Alors non, il n'y a pas la Cour n'installe pas de caméra, elle n'a pas de drone pour survoler les États sur lesquels elle enquête. Elle reçoit des plaintes, donc c'est ce qu'expliquait Jeanne, des plaintes d'ONG, des plaintes de particuliers. Enfin, elle reçoit un certain nombre de documents, de plaintes, etc., sur la base desquels éventuellement elle va ouvrir un examen préliminaire et ensuite, pour ce qui est d'enquêter sur le terrain, c'est là où la coopération est nécessaire, c'est de pouvoir être présent sur le terrain, c'est-à-dire d'avoir un accès, d'avoir des visas, de pouvoir installer des bureaux. Donc tous ces aspects-là logistiques sont nécessaires, nécessitent une coopération des États. Après, il y a pu avoir à certains moments des problèmes de coopération. C'est-à-dire que moi, mon sentiment est que la politique de coopération est défaillante parce que la Cour arrive dans un pays, c'est arrivé à plusieurs reprises, et annonce déjà ce qu'elle va faire. Combien on arrive au Kenya, on dit on va en poursuivre 3 dans chaque camp. Je crois qu'ils ont fait pareil en Côte d'Ivoire. Et puis, à mon sens, la Cour s'est appuyée beaucoup trop souvent sur des relais étatiques dans les différents pays. Donc en Libye, elle s'est basée, par exemple, elle a beaucoup travaillé avec le GNA, le gouvernement national, qui est arrivé en place après la chute de Kadhafi. Et la Cour a collaboré étroitement, a obtenu une coopération très étroite. Sauf qu'évidemment, c'est une partie au conflit, même si ce n'est pas la partie accusée, et même si éventuellement elle ne fait pas partie des cibles du bureau du procureur, mais dans le cas présent, ça se faisait, en tout cas sur le papier, partie des cibles du procureur.
La Côte d'Ivoire, c'est pareil. Le bureau du procureur est arrivé là-bas et a obtenu une coopération assez importante des autorités ivoiriennes. Donc c'est la police ivoirienne éventuellement qui a arrangé des interviews de témoins, etc. Donc ça permet, en fait c'est une transparence qui ne devrait pas avoir lieu. C'est-à-dire le secret de l'instruction, le secret de l'enquête est quand même difficile à tenir dans des situations pareilles. Et du coup ça donne des leviers en fait aux États pour freiner quand l'enquête dérange ou pour pousser quand l'enquête... enfin voilà, et ça, les leviers de coopération, en fait, je crois que c'est le point le plus important, mais c'était vrai aussi pour le tribunal pour l'ex-Yougoslavie de Rwanda. Les États ont bien compris ces questions de leviers de coopération. La procureure du tribunal pour l'ex-Yougoslavie, quand elle a annoncé qu'elle enquêtait sur le Kosovo et qu'elle allait poursuivre le Premier ministre kosovar, ce qui était sans doute une erreur d'avoir dit qui elle allait poursuivre et qui était ses cibles, immédiatement, elle a reçu physiquement les personnes du département d'État américain sont venues à La Haye et lui ont dit qu'il n'aura rien, aucune coopération de notre part, pas d'image satellite, pas de renseignements, etc. Et on fera tout pour qu'il n'y ait pas d'affaires. Il y a eu très très peu d'affaires et l'essentiel de ces affaires s'est terminé par un acquittement. Donc c'est en jouant en fait sur les preuves que les États vont à un moment donné favoriser ou empêcher des enquêtes. Et là-dessus, la politique du bureau du procureur, à mes yeux, n'a pas été... Il y a un petit manque de stratégie, il y a trop d'ouverture à certains moments, il y a trop de transparence à certains moments. Voilà. Donc ça, c'était sur la question de la complexité de la coopération. Et sur... peut-être sur la question de est-ce que c'est une cour au service des puissances, c'est ça. Alors, ces questions de coopération, évidemment, c'est les puissants, c'est-à-dire c'est ceux qui sont au pouvoir, et où que ce soit en RDC, en Côte d'Ivoire, aux États-Unis, etc. C'est ceux qui ont au pouvoir, qui vont pouvoir jouer sur ces leviers. Donc à un moment donné, qui vont pouvoir essayer d'influer, avec plus ou moins de succès, sur la politique pénale du bureau du procureur. Est-ce que c'est au service... la Cour en soi n'est pas au service des puissances ou des puissants. Après, les différents acteurs, et notamment les principaux acteurs dans ce cas-là sont les procureurs, ont eu des politiques différentes. Luis Moreno Ocampo a poussé pour ne froisser aucun État et pour essayer, à mon sens, il a été élu pour essayer d'amadouer en quelque sorte les États-Unis, qui n'étaient pas partis à la Cour. C'était une problématique en fait de départ quand la Cour a commencé. C'était quelque chose qui inquiétait tout le monde, parce que c'est des questions de budget, de coopération. Enfin, évidemment, c'était mieux d'avoir les États-Unis au sein de la Cour, et donc il a été élu pour ça. Et je crois que sa politique, en dehors de ce fait-là, sa politique pénale a été... D'ailleurs, ça a rendu très très difficile la compréhension de sa politique pénale, parce qu'elle n'était pas, à mon sens, dirigée vers le procès, vers l'enquête, mais elle était vers la justice. Mais c'était une politique pénale qui était dirigée vers la paix. Donc il avait de grandes ambitions, de grandes idées. Il pensait qu'il allait faire la paix, et il pensait que... voilà. Et ensuite, c'était quelqu'un aussi qui était, je pense, très influençable, voilà, et qui était capable de suivre en fait un peu ce qu'on lui demandait, ce que lui demandaient les États, ce que lui demandaient les ONG parfois, mais plutôt favorable aux États. Et du coup, si on lit sa politique pénale de cette façon-là, déjà on arrive à mieux comprendre. Quand il émet des mandats d'arrêt, par exemple, il émet un mandat d'arrêt contre Jean-Pierre Bemba, c'est un moment où à Kinshasa, il y a beaucoup de problèmes, il y a beaucoup d'émeutes, enfin de mouvements.
Et là, il émet ce mandat d'arrêt parce qu'il y a trop de monde à Kinshasa. Il y a Kabila qui est au pouvoir, il y a Jean-Pierre Bemba qui... Donc il y a des difficultés, et là il émet ce mandat d'arrêt. Alors évidemment on le conseille, on lui donne des avis et on lui dit on va coopérer avec toi, donc tu auras les preuves, et à partir de là ce sont des éléments aussi qui l'ont motivé. La difficulté c'est que, je ne dis pas qu'il ne fallait pas poursuivre Jean-Pierre Bemba, mais simplement on sort avec un acte d'accusation qui concerne des crimes commis en Centrafrique. Donc finalement, la position la plus difficile pour cet accusé, les éléments de preuve les plus difficiles à prouver, parce que dans la guerre de Centrafrique, s'il a eu une influence, il n'était pas d'abord le principal acteur, et qu'en plus, il n'est pas présent sur le terrain. Donc la difficulté de prouver ce type de situation est évidemment beaucoup plus importante. Mais par contre, pour des crimes commis dans l'est de la RDC, il n'est jamais inquiété. Donc on a un acte d'accusation qui est complètement partiel, parce que, en fait, si on s'était intéressé à la RDC, le président en place n'était pas forcément favorable à une telle option. Donc voilà. Donc il y a eu comme ça beaucoup de choses faites par Luis Moreno Ocampo. Et puis sur la Côte d'Ivoire, il a d'abord, au tout début de la crise, en fait, indiqué, mis en garde une seule partie au conflit. Donc c'était déjà quand même assez douteux comme prise de position dans le conflit, en disant Monsieur Blégoudet, à cette époque-là, vous devez arrêter vos crimes. Donc c'était une prise de position qui était peut-être assez malvenue et qui en tout cas ne correspondait pas aux prises de position pour y prendre la cour habituellement. C'est-à-dire très souvent, il y a des déclarations qui sont faites pour dire attention, il y a des élections qui arrivent, voilà, j'invite toutes les parties impliquées dans tel ou tel pays à la retenue. Bon, là, c'était quand même déjà une prise de position, et puis ensuite, au moment où Laurent Gbagbo est arrêté, le procureur demande à ce qu'il reste en prison, le temps pour lui de pouvoir émettre un mandat d'arrêt. La difficulté, c'est qu'il n'avait pas compétence à cette époque-là, parce que la Côte d'Ivoire n'avait pas ratifié le traité de la Cour, même s'il avait été saisi en fait pour s'intéresser pour enquêter sur les événements. Il fallait qu'il en passe par les juges pour pouvoir ouvrir une enquête. Donc là, en fait, il demandait un maintien en détention alors qu'il n'avait pas la compétence pour ce maintien en détention. Donc ça a été un des problèmes du dossier de Laurent Gbagbo. Il a obtenu l'autorisation d'enquêter en octobre. Un mois plus tard, il a pu émettre un mandat d'arrêt. Voilà. Et là, il y avait une influence assez nette des Français et du nouveau pouvoir ivoirien. Donc voilà, après, ça ne veut pas dire que Laurent Gbagbo n'aurait pas dû être à la Cour pénale internationale, mais en tout cas, au départ, il y a une situation qui est que la Cour n'est pas compétente pour demander un maintien en détention, pour poser des actes. Merci beaucoup. James Césaire, peut-être sur les autres questions, et puis si vous avez des compléments également sur celle-ci. Alors sur la prescription, l'ensemble de ces crimes, la spécificité des crimes internationaux, c'est qu'ils sont imprescriptibles. Donc ça ne pose pas de réelles difficultés. S'agissant de la CPI, ils sont imprescriptibles. Néanmoins, la CPI, elle n'est compétente qu'à partir du moment où l'État a ratifié son statut. Donc on ne peut pas remonter en arrière en amont de la ratification du statut. La question de la prescriptibilité est une question qui s'est posée dans le contexte des Khmers rouges et de la poursuite des dirigeants Khmers rouges, mais la nature des crimes font que ces crimes sont considérés comme imprescriptibles. Donc pas de difficulté là-dessus. Sur la compétence universelle, combien d'États? Alors c'est vrai que c'est la Belgique qui était la plus connue, puisqu'elle avait une compétence universelle dite pure, c'est-à-dire qu'il n'y avait aucun nexus nécessaire, il n'y avait aucun critère de rattachement qui était demandé entre la Belgique et le dossier en question. Donc il pouvait s'agir d'une personne qui n'était pas sur le territoire belge, à l'encontre de victimes d'une nationalité étrangère pour des crimes commis à l'étranger sans aucun rattachement territorial ou autre avec la Belgique. Donc au départ, c'est pour ça que la Belgique a été la juridiction privilégiée par ces acteurs dont je faisais référence pour
pour déposer des plaintes en compétence universelle. C'est plus le cas, puisque finalement le Parlement belge a révisé sa loi de compétence universelle pour la réduire. Néanmoins, quasiment tous les pays au monde ont des lois de compétence universelle, puisque 169 États ont ratifié la Convention contre la torture des Nations Unies. Dans la Convention contre la torture, il y a un article, là, au délibéré judicare, il faut soit juger, soit extrader, très clair, qui impose aux États, en fait, donc de poursuivre dès lors que la personne se trouve sur le territoire de l'État qui a ratifié le statut de la Convention contre la torture. 152 pays ont ratifié la Convention sur la prévention et la répression du crime de génocide. Donc on est sur une quasi universelle de la compétence dite extraterritoriale universelle. Ensuite, la pratique est loin d'être aussi universelle, évidemment, mais au niveau juridique, il n'y a pas de difficulté non plus. Après, il y a d'autres difficultés, évidemment, pratiques, etc., de recherche de preuves, de volonté politique, mais ça, c'est un autre sujet. La souveraineté des États et la question de savoir si la CPI vient fragiliser la souveraineté des États. Donc vaste question évidemment. Je ne crois pas, en tout cas j'aurais tendance à dire que non, dans la mesure où à la différence du tribunal pour l'ex-Yougoslavie par exemple, ou du tribunal pour le Rwanda, qui sont des tribunaux qui ont été créés par le Conseil de sécurité sur la base d'une résolution chapitre 7, paix et sécurité dans le monde, qui s'imposait aux États, donc qui s'imposait aux États de l'ex-Yougoslavie ou au Rwanda, et dont ces tribunaux avaient la primauté sur les juridictions nationales. Donc si Carla Del Ponte, par exemple, avait l'intention de poursuivre, et que l'État national disait non, c'est moi qui poursuis, j'ai tout en main pour poursuivre, la décision revenait, la primauté revenait au tribunal pour l'ex-Yougoslavie et au tribunal pour le Rwanda. Là, on est exactement dans une situation inversée où ce sont les États en ratifiant, donc il n'y a pas du tout d'obligation qui est obligation verticale qui vient comme là en l'occurrence du Conseil de sécurité. Les États font acte de déclinaison ou délégation de souveraineté en ratifiant le statut de la CPI et en acceptant le principe de complémentarité de façon complètement acceptée. Souvent, les États révisent leur constitution. Ils sont obligés de réviser leur constitution, puisqu'il y a notamment l'article sur pas d'immunité pour les chefs d'État en exercice, ou la question de l'immunité. Donc, il n'y a pas d'immunité du fait de la nature de ces crimes. Souvent, les États ont dû réviser leur constitution à cause de ça, la France aussi d'ailleurs. Donc, j'aurais tendance à dire que non. J'aurais tendance à dire que non aussi parce que finalement, les États, beaucoup d'États, pas tous, beaucoup d'États partis à la CPI utilisent la CPI plutôt que sont fragilisés par la CPI. Et je pense notamment à tous les premiers dossiers de la Cour, quand on parle d'une CPI africaine, une CPI qui dont le procureur finalement n'a fait que viser les États africains, etc. La réalité, ce sont les États africains eux-mêmes qui ont saisi la CPI, il ne faut pas l'oublier. Ce sont les gouvernements en place qui ont décidé de saisir la CPI. Donc là, il y a aussi une instrumentalisation, il y a aussi une réalité qu'un certain nombre d'États ont estimé que la CPI pouvait leur servir pour régler peut-être des affaires internes, et notamment toutes les crises post-électorales aujourd'hui, enfin la plupart des dossiers africains aujourd'hui, ce sont des dossiers de violence et de criminalité post-électorale, donc la Côte d'Ivoire et d'autres. Museveni, lorsqu'il a saisi, ça a été le premier à saisir la CPI sur les crimes présumés de l'armée de résistance du Seigneur, sur son propre territoire. C'était aussi une façon de dire à la CPI, bon, occupez-vous-en, parce que ça fait quand même des années que j'essaye de lutter en ayant une part de responsabilité, évidemment. Mais, donc il y a aussi un usage par les États partis eux-mêmes de la CPI. Ils ne sont pas victimes de la CPI. Pas uniquement. Il y a certains États qui peuvent se considérer comme victimes de la CPI parce qu'ils sont les États non partis. Il y a beaucoup d'États aussi qui utilisent la CPI, voire l'instrumentalisent peut-être. Enfin, en tout cas, ça dépend de comment on se place. Et alors, par contre, ceux qui, effectivement, pourraient se sentir fragilisés,
d'ailleurs c'est l'éternel argument des États-Unis, d'Israël et des autres, c'est de dire ah oui mais bon, on n'a pas ratifié le statut de la CPI, donc et il ne peut pas y avoir de dossier devant la CPI à l'égard de nos ressortissants. Donc vous verrez que tous les dossiers qui concernent les nationaux d'États non partis, donc Afghanistan à l'égard des États-Unis, des soldats américains en Afghanistan, les soldats britanniques en Irak, et la question aussi de l'armée israélienne en Palestine, c'est cette question-là, c'est la question de la souveraineté. La CPI n'a pas souveraineté à l'égard des ressortissants des États non partis. Or, la CPI a été votée, le statut de la CPI a été voté précisément pour dire clairement la CPI est compétente soit quand les crimes présumés ont été commis sur le territoire d'un État parti ou par les ressortissants d'un État parti. Et en fait, cette compétence-là au niveau juridique, elle n'est pas du tout exorbitante. Le fait que les États sur le territoire duquel les crimes sont commis aient compétence pour connaître des crimes qui ont été commis sur leur territoire, la CPI ne l'a pas inventé. Ce n'est pas quelque chose d'exorbitant. Mais c'est quelque chose qui est perçu comme étant une violation de la souveraineté pour ceux qui sont en désaccord, évidemment. Mais donc c'est ça la situation actuelle. Et c'est vrai que ça crée du coup des vrais débats, y compris juridiques, entre ces États qui ne reconnaissent pas la CPI, qui ne sont pas partis. Et donc c'est des obligations internationales d'un côté, souvent bilatérales, et la coopération de la CPI. Mais je ne pense pas que ça vienne réellement fragiliser la souveraineté des États, puisqu'ils ont accepté finalement de déléguer cette souveraineté pour ceux qui sont pas partis. Juste pour inviter à poursuivre la réflexion au sein de la revue, pour rappel, il y a un article de Sarah Livrand sur les usages politiques en RDC des dispositifs de justice, et je vous invite également à lire l'article écrit par Muriel Hubeda-Sayar qui justement est sur l'articulation entre souveraineté nationale et justice pénale internationale. Il nous reste 20 minutes de débat. On va faire un dernier round de questions. On va commencer par monsieur, et puis peut-être madame, et puis monsieur. C'est un petit bouton rouge en dessous. Petit bouton rouge en dessous. J'ai l'impression que c'est bon. On vous entend. Je voulais dire, je voulais demander. Oui, très bien, on vous entend. Est-ce que la justice pénale a un avenir? Merci.
Merci beaucoup. Merci beaucoup. Il y avait une madame ici. Attendez, peut-être avec le micro, ne serait-ce que pour la retransmission. Ah oui, d'accord. Et puis, ok. Donc, vous avez très bien décrit les critiques et les problèmes de la CPI. Maintenant, je voudrais savoir est-ce qu'il y a des prochaines étapes en fait, pour améliorer la situation? Est-ce qu'il y a un plan d'action interne ou externe? Est-ce qu'il y a une volonté politique ou des grands rendez-vous internationaux pour initier des réformes et adapter le système? Voilà, merci. Merci. Si madame peut prendre la parole ici. Oui. Merci beaucoup. Donc une question sur le crime de colonisation et la capacité de poursuite de personnes morales ou d'État. Monsieur peut-être et monsieur également. Ouais, bonsoir. Moi je voulais vous demander par rapport au mouvement de multiplication des recours interétatiques qui font qu'on parle un peu de judiciarisation des relations internationales. Est-ce que pour vous, je parle devant la CPI, mais aussi devant la CIJ, devant la CEDH, etc. Est-ce que pour vous, c'est un échec de la diplomatie ou est-ce que finalement c'est une arme du plus faible, entre guillemets, contre le plus fort et est-ce que c'est une solution aux relations internationales? Merci. Merci. Bonsoir. Je suis Maître Maïga. Je suis avocat au barreau du Mali et premier vice-président du barreau pénal international. Et donc, hier soir, quand j'ai eu l'information, j'ai fait violence sur mon programme pour être là aujourd'hui. Et je voulais poser juste une question. Nous savons qu'il y a beaucoup de facteurs aujourd'hui, n'est-ce pas, à la fois endogènes et exogènes, qui tuent le fonctionnement de la Cour par le bas. Très concrètement aujourd'hui, qu'est-ce qui est en train d'être fait pour encore davantage crédibiliser la Cour et rendre mieux lisible, n'est-ce pas, mieux comprise par la communauté internationale, la communauté des États. Je vous remercie. Merci. Donc on avait monsieur. Et puis on prendra la question de madame sera la dernière. Merci mesdames donc, pour les exposés très riches. Donc vous maîtrisez sûrement la matière que vous nous avez présentée aujourd'hui. Mais pour parler de l'avenir de la justice pénale internationale, il ne faut pas oublier quand même de le voir sur un angle de l'histoire. Parce que la justice pénale internationale, c'est toute une évolution, c'est tout un processus. Donc heureusement que dans votre dernière intervention, vous avez fait allusion aux tribunaux ad hoc de l'ex-Yougoslavie, du Rwanda. Mais on a oublié la justice internationale quand on parlait de Nuremberg et de Tokyo. Alors, ma question pour être très bref, est-ce qu'avec la CPI aujourd'hui, on est en train de juger aussi ce qui a été fait jusqu'à présent? Parce que, comme vous l'avez bien dit, Rwanda, le tribunal pour le Rwanda et le tribunal pour l'ex-Yougoslavie ont été créés par une décision politique du Conseil de sécurité. Nuremberg et Tokyo, ce sont ce qu'on qualifiait à l'époque la justice des vainqueurs. Mais actuellement, avec la CPI, on a quand même, parce que quand on a jugé, on ne savait même pas qu'il y ait la qualification des faits. Qu'est-ce que c'est que le crime de guerre en tant que terme? Qu'est-ce que c'est que le crime de l'humanité? Donc on a jugé sur certains faits, mais de point de vue juridique, on n'avait pas eu l'assise juridique et de déterminer exactement le terme et la qualification
terminologique du crime. Donc on a évolué avec la Convention, avec le génocide, etc. Avec la CPI, donc ces termes et ces concepts ont été un peu bien clarifiés, bien cernés. Est-ce que ce n'est pas un jugement ce qui a été fait jusqu'à présent pour juger les bases sur lesquelles on a prononcé des jugements pour les tribunaux de l'ex-Yougoslavie et du Rwanda? Merci. Et puis donc, madame, pour la dernière question. Bien sûr, le principe de cette Cour pénale internationale est, comment dire, à développer et à renforcer. C'est une bonne chose pour l'humanité. Mais ne risque-t-elle pas cette Cour, en voulant juger, de tomber dans le risque de préjuger? C'est-à-dire, comment sont choisis, comment sont désignés les parties à juger, compte tenu de la complexité d'un problème international. Je donne un exemple. Par exemple, tout à l'heure, madame a parlé de l'éventualité de juger l'Europe par rapport à la crise migratoire. Certes, l'Europe subit une crise, et le cadre et le théâtre d'une crise migratoire, et il faut effectivement qu'il y ait une équité là-dedans, mais la complexité du problème, pourquoi aussi ne pas juger les passeurs qui favorisent la mise en mer et de migrants qui sont mal informés sur les risques, etc., et qui en ont fait un business de plusieurs milliards qui va dans leur poche. Enfin, je veux dire, comment désigner la partie coupable à l'avance sans envisager la globalité d'un problème. Par rapport à Israël, bien sûr qu'il y a beaucoup à dire, à redire, mais pourquoi aussi ne pas examiner le Hamas, qui est quand même une organisation terroriste, qui maltraite sa population à Gaza, et qui fait un crime contre des infanticides en mettant devant, sur les frontières de Gaza, des enfants, voilà, et qui parfois manipulent l'information, etc., pour... voilà, alors, je ne vais pas ici, juger des choses, mais comment désigner la partie à juger sans envisager la globalité d'un problème? Par ailleurs, bien sûr, occupation, etc. Pourquoi est-ce qu'on n'entend jamais parler de la Turquie qui, dans les années 70, a envahi Chypre en l'espace d'une heure, et la partie la plus prospère de Chypre? Et pourquoi n'en parle-t-on jamais? Voilà. Merci. Voilà. Je vous remercie. Je vois l'heure qui tourne. Je vous remercie et je donne à nos intervenantes la difficile tâche de répondre à tout ça en 5 minutes chacune. Merci d'avance. Pour ce qui est d'examiner la totalité d'un problème, je crois que c'est ce qui se passe effectivement. Quand la procureure, au mois de décembre, dit qu'elle est prête à enquêter, mais qu'elle pose encore une question de compétence au juge, elle explique qu'elle enquête à la fois sur Gaza, la guerre de 2014, et que le Hamas fait partie des cibles, entre guillemets, du bureau du procureur. Donc il n'y a pas de... Enfin, sur ce point-là, dans les faits, la procureure s'intéresse à la fois aux forces israéliennes pour la guerre de Gaza et au Hamas. Pour ce qui est de la colonisation, la procureure, pour l'instant, en tout cas, n'a pas... Après, il faudra voir à l'usage, il faudra voir ce qui se passe, mais en tout cas, aujourd'hui, elle cible toutes les parties, et c'est le cas dans pratiquement tous les conflits, c'est-à-dire au moins sur le principe, les procureurs démarrent en disant qu'ils vont enquêter de tous les côtés. Par moments, ils ne le font pas, soit pour des raisons politiques, soit parce qu'eux-mêmes n'ont pas... parce qu'il y a un certain nombre de blocages, parce qu'eux-mêmes n'ont pas la volonté de le faire. Mais il y a au départ un examen global d'une situation et où à chaque fois on retrouve... de là à ce que ça aille jusqu'au procès, il y a encore un certain nombre d'étapes qui ne sont pas toujours
faites peut-être pas toujours dans les règles de l'art, et parfois parce qu'il y a des défauts de coopération, des difficultés de coopération pour enquêter sur un côté plutôt qu'un autre. Il y a une réalité, c'est que c'est beaucoup plus facile d'enquêter sur ceux qui sont contre un pouvoir en place, puisque c'est... voilà, parce qu'il y a plus de possibilités d'obtenir une coopération du pouvoir en question. Mais ça n'empêche pas qu'il y a des poursuites qui sont envisagées et qui font partie des enquêtes et du travail du bureau du procureur. Il y a eu plein de questions. Oui, sur la colonisation, comment on peut juger une politique de colonisation? La colonisation est un crime de guerre de l'occupation. C'est-à-dire l'occupation en soi n'est pas un crime de guerre. Je dis ça sous le contrôle des juristes et des avocats, mais l'occupation n'est pas un crime de guerre, mais il y a certains critères qui sont établis pour respecter le territoire qui est occupé, et notamment le fait de ne pas coloniser le territoire qui est occupé. C'est un crime de guerre, je crois que c'est la 4e convention de Genève. Mais en tout cas, voilà, donc c'est pour ça, ça explique que la procureure estime qu'elle est compétente pour travailler, pour enquêter sur la colonisation. Est-ce que la Cour... alors aujourd'hui, monsieur disait que la Cour ne poursuivait que des Africains, etc. C'est encore vrai aujourd'hui, c'est-à-dire si on regarde les personnes, la liste publique des personnes qui sont poursuivies, ce sont encore que des Africains qui sont poursuivis. Maintenant, il y a un petit changement par rapport à ce qui s'est passé dans les premières années, et qui est notamment dû aux critiques qui ont pu être faites, mais la procureure Fatou Bensouda, quand elle a été élue, on va dire le volet politique ou la raison pour laquelle les États, une des raisons pour laquelle les États l'ont choisi, c'était pour essayer d'amadouer les critiques venant des États africains. Et elle a décidé quasiment dès le départ qu'il y avait effectivement d'autres lieux sur lesquels la Cour devait enquêter, et donc elle a d'abord ouvert une enquête en Géorgie. Là, elle n'avait pas besoin de passer par les juges, donc elle l'a fait. Et puis, il y a les actes dont on a parlé, l'Afghanistan, la Palestine maintenant, et puis aussi l'Irak, le dossier des soldats britanniques en Irak, qu'elle a réouvert, qui avait été fermé par son prédécesseur, et qu'elle a réouvert, et qui est toujours au stade de la complémentarité, c'est-à-dire que la procureure demande aux Britanniques de juger les auteurs de crimes de torture commis par des soldats irakiens. Il ne faut pas oublier, juste parce que ça recoupe aussi une autre question, mais que la Cour est censée, alors c'est pas écrit comme ça dans les textes, mais c'est l'idée, elle est censée poursuivre les plus hauts responsables, et donc elle s'intéresse à une politique qui est mise en place, une politique criminelle. Donc c'est le cas, par exemple, si on parle de la colonisation, si elle s'intéresse à quelque chose, c'est la politique qui est mise en place. C'est pas ce que font les soldats sur le terrain. C'est le cas aussi. Et je dis ça, d'autant plus qu'au Royaume-Uni, il y a une campagne assez importante disant là, ce pays en veut à nos soldats et il nous faut protéger nos soldats. Donc il y a un projet de loi d'amnistie qui est en cours, qui est à l'étude, enfin en tout cas des discussions autour de ça. Et en réalité, ce que demande la procureure dit effectivement il y a peut-être eu des procédures contre les soldats, mais moi j'ai des éléments qui me disent que ça pourrait être une politique d'État. Et donc, à partir de là, qu'est-ce que vous avez fait, vous? Est-ce qu'il y a eu des investigations sur ce point-là? Donc, c'est là-dessus que ça bute sur ce dossier-là. Et voilà, c'est la réalité pour à peu près tous les dossiers, c'est que la Cour est là pour poursuivre les plus hauts responsables. Même si ce n'est pas écrit comme ça dans les textes, elle ne pourrait pas poursuivre tous les soldats ou tous les miliciens, parce que ça serait des milliers de personnes, dans certains conflits, des milliers de personnes qui seraient amenées à arriver à la Cour pénale internationale, et ce n'est pas non plus l'idée de la Cour. Il reste quelques minutes seulement. Je vais peut-être passer la parole à Jeanne Sulzer, peut-être sur les qualifications du crime écocide et puis peut-être les perspectives de réforme, de crédibilisation du travail de la Cour. Enfin, ou autre chose, si vous aviez prévu de terminer sur autre chose. C'était juste sur l'étendue des examens préliminaires, parce qu'il y a plusieurs étapes devant la CPI. Il y a des examens préliminaires, des étapes comme l'enquête un peu préliminaire dans notre système à nous, en France.
Là, il y a vraiment des États, enfin, vraiment quasiment du monde entier. Hein. Il y a du Venezuela, la Géorgie, l'Ukraine, qui sont au stade de l'enquête préliminaire. Donc on n'est plus du tout dans ces pays qui ne regardent que la situation dans les pays africains, mais de façon très très large maintenant, toute une série d'autres pays, dont certains qui ont été classés. Je vous invite à regarder le dernier rapport de la procureure sur les examens préliminaires qui est sorti en décembre, qui est vraiment très intéressant à ce sujet et qui donne vraiment la mesure de ce sur quoi le bureau du procureur travaille en dehors de ce qui est très très visible, c'est-à-dire des audiences. Sur la justice climatique, il y a énormément de gens qui travaillent là-dessus aujourd'hui, et heureusement. Est-ce que ce sera suffisant et est-ce que ce sera assez rapide pour venir prévenir ou empêcher des drames? Personne ne le sait, mais effectivement, il y a des discussions sur des possibilités d'amender le statut de la Cour pénale internationale pour que des crimes du bien commun, comme les crimes de génocide, soient insérés. Il y a beaucoup de réticence à amender le statut de la Cour pénale internationale parce qu'il y a un vrai risque si on ouvre la porte à un amendement à ce que finalement ceux qui sont contre la Cour viennent s'immiscer là-dedans pour la limiter et pour la déstabiliser. Donc il y a beaucoup de réticence aux amendements, et en plus les amendements sont extrêmement difficiles à poursuivre jusqu'au bout. Mais il y a un certain nombre aussi de réflexions sur l'usage des crimes qui existent, la qualification des crimes qui existent au profit de la lutte pour une justice climatique. Donc il y a beaucoup de discussions, que ce soit au niveau national et aussi devant la Cour pénale internationale, beaucoup de plaidoyer qui est fait. Pour le moment, il y a eu peu de succès, mais il y a un vrai activisme judiciaire, juridique, militant là-dessus. L'affaire du siècle, notamment notre affaire à tous, d'autres qui travaillent là-dessus. Les projets, alors il y a un projet de révision, de review, enfin sur 3 grands sujets, sur la gouvernance, sur le judiciaire et sur, j'ai oublié le 3e, qui est en cours. Les États ont passé une résolution à l'Assemblée des États parties en décembre dernier. Et donc, à l'issue de cette discussion, donc c'est comme une espèce d'audit sur un certain nombre de sujets paralysants, de blocage. Les membres de ce comité de révision devront rendre leurs conclusions d'ici à la fin de l'année. Et il y a beaucoup d'espoir qui est porté à ce processus de révision, donc d'audit, pour essayer d'améliorer le fonctionnement de la Cour. Donc ça, c'est en cours et ça vient d'être adopté. Sinon, c'est uniquement par le mécanisme de l'Assemblée des États parties, où il est possible de faire état des difficultés, et devant le Conseil de sécurité pour ce qui est des situations qui ont été portées par le Conseil de sécurité. Et là, la Cour est en capacité d'aller devant le Conseil de sécurité pour dénoncer les manques de coopération, notamment surtout sur le Darfour, Soudan, et devant l'Assemblée générale ou devant le Conseil de sécurité. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas non plus de mécanisme contraignant autre que cela, des mécanismes politiques ou d'audit, puisque les États parties veulent qu'il y ait un rendre des comptes assez précis de la part de la Cour elle-même. Les États qui contribuent le plus sont très exigeants sur les indicateurs et sur le budget, et refusent d'ailleurs d'élever le budget, sauf à ce qu'on leur démontre que la CPI est efficace. Pour le moment, ne sont pas les convaincre encore réellement. Donc, il n'y a pas eu de budget, il n'y a pas eu d'accord sur une augmentation du budget encore cette année. Je vous remercie beaucoup. On va s'arrêter là puisque l'heure nous l'indique. Je vous remercie à tous, merci à nos intervenantes, et donc je vous rappelle que l'ARIS est en vente dans le hall encore pour quelques minutes, et sinon sur le site internet de l'IRIS. Merci à tous et bonne soirée.